très bien les gens. J'avais l'habitude de croire que la théorie du remplacement n'était qu'une théorie du complot. Mais laissez-moi reconnaître mon erreur et présenter mes excuses à tous ces complotistes qui ont essayé de nous avertir dans le passé, et des gens comme nous n'y ont jamais prêté attention. Parce que j'ai toujours été très objectif et j'ai toujours cherché des preuves solides. Maintenant que cela se passe sous nos yeux en temps réel, je ne doute pas qu'il y ait des personnes sincères, mais j'ignore leur influence. Ils ont été très influents et couronnés de succès, car nous avons assisté à la chute et au déclin de l'Europe. Et maintenant, nous voyons ce cancer se répandre dans d'autres pays occidentaux non européens également. Cela se passe évidemment aussi en Australie. Donc il n'y a qu'une seule explication à cela. Ces personnes sont complices et elles sont idéologiquement alignées avec l'idée de faire venir des gens pour créer une société monoculturelle. Non, pas une société monoculturelle. Ils parlent de société multiculturelle mais veulent en fait mélanger toutes les cultures pour qu'on y vive. Je ne sais même pas ce qu'ils pensent vraiment. Je ne sais pas s'ils doutent d'eux-mêmes, mais évidemment c'était l'idée qu'on nous a vendue, que le multiculturalisme est la voie à suivre. Cela résoudra nos problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de baisse de natalité. Tout sera réglé. Mais pour y parvenir, ils ont aussi compris qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre démanteler la culture dominante autochtone. Ce qui en résultera serait quelque chose de plus harmonieux, de plus bénin, de plus égalitaire. C'est ce qu'on leur dit. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. On le voit clairement. Je veux dire, Aditya, je veux que tu mettes toutes les images d'illustration, tu sais, où tu montres les bidonvilles de Paris et de Londres, et tout ça pendant que j'en parle. Nous avons déjà vu le déclin de nos villes. Paris ressemble à un immense bidonville du tiers-monde. Londres, Birmingham, certaines parties de l'Est de Londres, c'est une catastrophe. Ça donne juste l'impression que tous ceux qui ont pensé qu'on pouvait faire venir des gens du monde entier, parce qu'au final, on saigne tous pareil. On a tous besoin du même oxygène. Nous sommes tous des êtres humains, au bout du compte. Quiconque a cru en cela, même un peu, ne peut plus soutenir cette idée aujourd'hui. Donc il y a certaines personnes qui font de leur mieux pour sauver l'Europe. En fait, il y a cette loi qui a été proposée par Ivo Blaringenbrock, connue sous le nom de Save Europe Act, qui n'était pas une loi de l'Union européenne et qui n'a pas été adoptée par le Parlement européen. Il s'agit d'une campagne politique lancée en 2026 en tant qu'initiative citoyenne européenne, qui est considérée comme un mécanisme permettant aux citoyens de l'UE de demander à la Commission européenne d'envisager de proposer cette législation. Que propose-t-elle ? Il réclame principalement un moratoire sur l'immigration non européenne, légale ou illégale, un contrôle renforcé des frontières, une réforme de l'asile européen, des expulsions accélérées et un cadre commun européen. Pour ce qu'ils appellent la remigration, il s'agit de réduire ou de supprimer les incitations sociales liées à la migration qui, selon eux, agissent comme des facteurs d'attraction. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, les gars. En fait, si vous retourniez dans les années 90 et que vous consultiez les politiques d'immigration de chaque pays occidental développé, cela serait considéré comme normal, non seulement par les gens de droite, mais aussi par les gens de gauche, les démocrates. Je parle de l'époque de Bill Clinton dans les années 90 et d'avant Tony Blair au Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays européens à cette période, où ils diraient « oui, c'est normal ». Les frontières extérieures étaient mieux contrôlées, il n'y avait pas autant de demandes d'asile. La libre circulation des citoyens de l'UE était plus difficile. Mais cela fonctionnait, non ? Un Polonais pouvait aller en France sans montrer son passeport. Ça fonctionnait, en quelque sorte. Vous savez pourquoi ça marchait ? Pourquoi l'UE a réellement fonctionné aussi longtemps ? C'était car la plupart de ces gens étaient culturellement proches, mais en accueillant des personnes d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, la situation change radicalement. Donc Yvonne Dingerbrook est derrière cette initiative et elle a posé des questions. Elle a donc une mise à jour à ce sujet. Écoutons-la. Nous venons de recevoir la preuve ultime que l'Union européenne déteste les Européens. Nous avons reçu une lettre de la Commission dans laquelle ils menacent de rejeter la loi pour une Europe sûre. Ils affirment que ne pas vouloir d'immigration non occidentale va manifestement à l'encontre, et je répète, manifestement à l'encontre du droit à la non-discrimination et va à l'encontre de ce qu'ils appellent les valeurs européennes, le masque. C'est une position contradictoire en soi. Les valeurs européennes interdisent à l'UE de ne pas laisser entrer des personnes non européennes. Mais ces personnes qui arrivent, elles apportent leurs propres valeurs. Ensuite, c'est donc ces valeurs que nous savons tous être en conflit direct avec les valeurs européennes comme le féminisme, les personnes LGBTQ, vous savez, tout ce truc libéral. Combien de temps ces valeurs européennes subsisteront-elles si vous accueillez des personnes qui y sont opposées ? C'est autodestructeur.
Mais encore une fois, ces libéraux, pour une raison quelconque, ne peuvent pas le voir. Que va-t-il se passer lorsque les valeurs européennes auront complètement disparu et qu'elles seront remplacées par les valeurs de ces autres cultures qui arrivent? C'est une position autodestructrice. C'est comme une personne noire réclamant l'esclavage, des femmes réclamant l'islam ou des poulets pour KFC. Est éteint. Ils disent ouvertement que vouloir protéger nos cultures contre le remplacement est raciste, alors qu'en même temps, chaque initiative de gauche pour des frontières ouvertes est adoptée en quelques jours. L'accès sûr et légal à l'Europe pour les réfugiés, l'Europe sans frontières, l'initiative pour les droits des non-citoyens en Europe, tout cela convenait parfaitement à la Commission européenne. La Commission donne à chaque migrant qui le demande une clé de notre maison, mais elle nous refuse, à nous les peuples autochtones d'Europe, le droit de nous défendre, même pas contre le meurtre de nos enfants. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est leur vrai visage. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne veulent pas que l'Europe appartienne aux Européens. Ils disent que même le fait d'affirmer qu'il existe une identité ethnoculturelle ou une continuité de nos peuples, cela en soi est raciste. Notre simple existence. Je pense qu'elle banalise en parlant d'identité ethno-culturelle. On pourrait juste dire identité culturelle, culture néerlandaise, allemande, polonaise. Ethniquement, il y a des différences subtiles, mais on peut avancer un argument culturel solide. On peut avancer un argument culturel. L'entité ou la continuité de nos peuples, cela en soi est considéré comme raciste, notre simple existence. Parce que si vous parlez de race, alors c'est automatiquement considéré comme raciste. Votre argument doit être culturel. C'est un argument culturel. Donc pour leur dire que ce n'est pas raciste, vous devez en faire une question de culture, pas de race. Pour eux, l'existence même est raciste. Mais bien sûr, nous n'acceptons pas que des bureaucrates non élus, comme Ursula von der Leyen, décident si les Européens ont le droit d'exister en Europe. Oui, Donc, notre réponse est claire, nous ne reculons pas. Nous ne retirons pas un seul mot du Safe Europe Act. Nous redoublons d'efforts. bien. Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons vu cela venir. C'est pourquoi nous avons créé notre propre infrastructure. Et donc maintenant, nous avons un plan. Nous avons une longueur d'avance sur eux. Lorsqu'ils rejetteront vraiment notre proposition, nous serons prêtes pour la prochaine étape. Nous deviendrons leur pire cauchemar. Comment Et bien sûr, celles et ceux d'entre vous qui se sont déjà inscrits sur notre page d'accueil seront les premiers à savoir quelles seront nos prochaines étapes. Parce que s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que la loi pour une Europe sûre n'est pas seulement une initiative, elle est devenue un mouvement. Bien. Environ 400 000 citoyens européens ont déjà signé pour notre campagne. Et encore plus remarquable, 100 000 Soitins sur 4 se sont déjà engagés à devenir actifs dans notre campagne. Bien. Vous avez bien entendu, 100 000 Européens veulent devenir actifs dans la loi pour une Europe sûre. Et ce chiffre devrait choquer les bureaucrates de Bruxelles. Et nous allons leur montrer qu'avec ou sans leur permission, nous atteindrons le million. Et nous vous promettons que nous ferons entendre vos voix. Et donc, avec l'aide de cette armée de bénévoles, vous verrez bientôt des affiches, des flyers, des autocollants, tout ce que vous pouvez imaginer, de la loi pour une Europe sûre dans les villes européennes, les mêmes villes que nous essayons de sauver. C'est pourquoi Bruxelles a peur. Ils savent ce qui se passe et essaient donc de nous faire taire. Nous ne sommes pas des sorciers. C'est tellement stupide de leur part. C'est tellement stupide de la part de Bruxelles. Ça ne va pas bien finir. Plus ils retardent les choses, plus ils s'entêtent, plus ils poussent tout le monde vers la violence. Ce sont des efforts politiques de ces personnes. Nous attendons l'invitation. Le 15 juillet, nous irons à Bruxelles et nous emmenons toutes vos signatures avec nous. Nous savons que les arguments rationnels ne les convainquent pas. La seule chose qui les convainc, c'est la quantité et le nombre. La majorité silencieuse doit se mobiliser. Nous avons besoin de votre aide. Nous allons leur montrer que la plupart des Européens veulent la remigration, qu'une majorité d'Européens veut survivre. Signez-la maintenant, partagez-la, convainquez vos amis et votre famille, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rendre ce mouvement trop important pour être ignoré. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rendre la remigration possible. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons sauver l'Europe. Je vais donc inclure le lien dans la description. Voici leur page. Donc si vous êtes citoyen européen, allez-y évidemment, signez l'acte maintenant. Ils en sont à 450 000. Ils doivent atteindre 1 million. Et oui, ensuite ils devront débattre. Je ne connais pas les règles spécifiques dans l'UE, mais normalement,
Quand on atteint un certain nombre de signatures, alors votre Parlement national doit y répondre. Ils sont obligés d'en discuter pour une raison quelconque. Donc je ne pensais même pas qu'il faudrait autant de mobilisation pour faire quelque chose comme ça. Ça se passe partout. Regardez ça. Un petit village de 800 habitants en Italie est sur le point d'accueillir 3750 Africains, soit 5 Africains pour un habitant. Imaginez cette petite ville d'Italie. Il y aura des grands-mères, des enfants, et ils vont laisser entrer ces gens. Mon Dieu, ils vont laisser entrer ces personnes. Waouh! Et regardez ça, ça se passe aussi au Royaume-Uni. Regardez ça, Linton sur Sauvons notre village. Plan du ministère de l'Intérieur. 1500 hommes demandeurs d'asile seront hébergés sur l'ancien site de la RAF Linton, alors que le village compte 800 habitants, soit un ratio de 2 pour 1. Un tout petit village en Angleterre. C'est la campagne. Ils font ça ouvertement. Regardez ça. Ce type qui ne parle même pas anglais vient de recevoir une maison à Aberdeen. Il parle avec un interprète. Et regardez cette femme woke, qui lui remet joyeusement les clés. Évidemment, elle ne fait que son travail, mais elle a l'air heureuse. C'est une catastrophe, les gars. On ne sait même pas ce qui se passe. Alors oui, signez l'acte. Signez cet acte, les gars. Il se pourrait que quelque chose se passe. On doit faire quelque chose. Encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, tout devient fou. On doit explorer toutes les options politiques. Et ça, c'est une option politique.